Salut, c'est François. On se retrouve encore avec un nouvel épisode de Road Story où Nico nous raconte ce qu'est la GM EV1 ou la folle histoire de la voiture électrique que General Motors ne voulait pas vendre. Et on comprend bien et on se demande comment GM peut être encore un des premiers constructeurs mondiaux. Dans les années 90, la Californie fait voter une loi obligeant les constructeurs à vendre des voitures électriques. General Motors investit alors $1 milliard pour développer sa première voiture électrique produite en série. La voiture est lancée, mais les patrons de GM font tout pour ne pas la vendre. Voici l'histoire rocambolesque de l'EV1, celle qui aurait pu donner 10 ans d'avance à GM. À la fin des années 80, la qualité de l'air de la Californie est pire de tous les USA, et c'est la pire de tous les USA, En 1989, un quart des habitants de Los Angeles, entre 15 et 25 ans, a des problèmes pulmonaires dus à la pollution. Le taux d'asthme et de cancer explose. Bref, comme souvent dans ce genre de cas, on met ça sur le dos de l'automobile. Même si de récents confinements nous ont bien montré que ça ne réglait pas le problème des particules fines. Bref, les pouvoirs publics californiens veulent agir. Leur discours est simple. Les constructeurs présentent régulièrement des prototypes de véhicules propres, mais ils ne sont jamais produits en série. On va donc leur mettre la pression. C'est à ce moment-là que GM va commettre une boulette, en annonçant, pour bien se faire voir, qu'ils vont sortir une voiture électrique. Ils vont être pris au mot. Le Conseil des ressources atmosphériques de Californie va faire voter une loi sans précédent. Si les constructeurs souhaitent continuer à vendre des voitures en Californie, ils devront vendre un quota de véhicules zéro émission. Le quota est fixé à 2% en 1998, 5% en 2001, 10% en 2003. Chez GM, comme chez les concurrents Toyota et Honda, ou encore Daimler Chrysler, on s'incline, du moins en apparence. Chez GM, pas le choix, on se met au boulot. Bien aidé par des subventions du gouvernement Clinton, on investit $1 milliard dans le projet Impact, une voiture électrique devant être produite en série. On recrute à tour de bras une équipe jeune chargée de réfléchir à ce que devrait être l'automobile de demain. On fait appel à l'ingénieur Alan Cocconi qui va construire le premier prototype dans son garage. Cocconi est spécialiste de l'électronique. Rapidement, les bases de la voiture sont jetées. Cette méthode de travail présente un double avantage. On repart d'une feuille blanche avec de nouvelles têtes pour sortir des réflexes acquis depuis 100 ans d'automobile et surtout on travaille en toute discrétion. Cette voiture sera conçue en Californie, loin des regards de Détroit. En faisant appel à des artisans, on limite le coût également. Le prototype EV1 est livré à GM en 89 pour $3 millions seulement. La conception est simple, une seule pièce mobile, pas d'embrayage, d'engrenage, de circuit d'huile, d'antipollution, de soupape, etc. La seule partie compliquée est l'électronique, assurée par Coccini. L'autre morceau demandant de la recherche est la batterie. À 50 km du centre de recherche de GM, Stan Owiński, inventeur de génie, est spécialisé dans ces batteries. GM rachète sa société. Après quelques semaines, celle-ci annonce avoir fait d'énormes progrès dans la presse spécialisée. Cela lui vaudra une grosse réprimande de la part du géant américain qui lui interdit de communiquer. Ainsi, contre toute attente, on ne retient pas dans le premier temps les batteries conçues par Stan Owiński, mais de vieilles batteries plomb-acide de chez Panasonic. Peu importe, le prototype Impact est prêt et il dispose de beaux atouts. Le châssis est en aluminium léger et résistant. Il dispose d'un contrôle de la motricité des roues avant pour absorber le couple, d'une pompe à chaleur pour remplacer la gourmande climatisation, ce que vient de réintégrer Tesla dans son nouveau véhicule, mais bien longtemps après, d'un démarrage chanclé et de vitres spécialement conçues pour autoriser l'échange thermique que dans un sens pour une meilleure isolation du soleil. Comme sur nos électriques modernes, le système de freinage permet de recharger la batterie en récupérant l'énergie. Les pneus sont anti-crevaison et à faible résistance. Cerise sur le capot, le coefficient d'aérodynamique est très bas, 0,19. Quand une voiture de l'époque la plus performante faisait 0,30. À l'ouverture du salon, c'est la surprise. Personne n'attendait une voiture électrique aussi performante, originale et aboutie. Le président de GM, Roger B. Smith, est content de son effet et peut claironner à la presse à l'intention que GM va savoir respecter les normes et les lois californiennes destinées à rendre l'air plus pur. L'auto-séduit, c'est une stricte de place en forme de goutte d'eau, pensée comme un coupé sportif. D'ailleurs, en 1994, l'Impact bat le record du monde de vitesse pour une voiture électrique avec un record de 295 km/h. En 1996, la version de série est présentée et se montre très proche de l'Impact. Elle dispose d'une carrosserie parfaitement aéro qui limite encore plus le bruit à l'intérieur de l'habitacle. Les performances sont à la hauteur avec du 1,0 à 100 en moins de 8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 125 km/h, même si le système de propulsion de l'EV1 et sa forme aérodynamique autorisaient théoriquement beaucoup plus. L'intérieur futuriste arbore un affichage digital. Il est possible d'installer un chargeur chez soi fonctionnant par induction.
L'énergie transmise à distance entre le chargeur et le port situé sous le V1. Les modèles de première génération pouvaient parcourir entre 90 et 150 km avec les batteries plomb-acide Delco. La voiture V1 de deuxième génération pouvait parcourir de 160 à 225 km avec les batteries nickel-métal hydride Ovionic. GM recrute une équipe de vente un peu spéciale, uniquement des jeunes avec une moyenne d'âge de 25 ans, chargés de vendre la nouvelle révolution automobile américaine. Une équipe de 13 personnes est formée, chacun s'occupant d'une région géographique. La voiture n'est disponible qu'en location, il est impossible de l'acheter. Le loyer mensuel oscille entre 295 et 574 $ par mois, pour une durée maximale de 3 ans. Le prix du véhicule utilisé pour le calcul des loyers variait de 33 000 à 43 000 $. Une offre cohérente au regard de l'innovation apportée par le V1. Mais GM va mettre beaucoup de bâtons dans les roues de ses acheteurs. Normalement, quand un client manifeste son intérêt pour une voiture, on s'empresse de lui vendre. Chez GM, on va tout faire pour compliquer l'accès à sa première voiture. Le locataire devait en effet répondre à un questionnaire très détaillé sur sa vie privée, son parcours, un véritable CV. Mel Gibson, qui faisait partie des premiers acheteurs, raconte qu'il avait été extrêmement surpris par la nature des questions et surtout sur le fait d'avoir à se justifier de son achat. Après cela, le futur conducteur de V1 devait prendre des cours, dans lequel on lui expliquait les différences entre le V1 et une auto ordinaire. Il pouvait alors s'inscrire seulement sur une liste d'attente détenue par chacun des 13 commerciaux. Une liste qui ne garantissait toujours pas de pouvoir en conduire une et ne spécifiait aucune date de livraison. Une fois son achat validé par GM, après un long processus, il pouvait alors attendre sa voiture parfois plus de 6 mois. Il pouvait alors faire une demande pour installer un chargeur à domicile. Pas simple. Enfin, c'est encore pas très simple aujourd'hui d'avoir une voiture électrique, mais là, c'était quand même compliqué. Un processus tellement strict que la plupart des EV1 n'étaient attribués qu'à des célébrités ou des personnes très motivées. Dernier écueil, cette voiture n'était disponible que dans 2 États, la Californie et l'Arizona, dans les concessions Saturn. Pour couronner le tout, au lieu de faire preuve de pédagogie, les publicités pour le V1 font tout pour faire peur à l'acheteur. Le spot télé de lancement met en scène une V1 évoluant dans un lotissement américain un soir d'orage. Au fur et à mesure que la voiture se rapproche, tous les appareils électriques du quartier se débranchent et, comme attirés par une soucoupe volante, sortent de leur maison et viennent envahir le quartier. Le tout sur une musique stressante avec tous les clichés des films de science-fiction de l'époque. On peut difficilement faire pire. Le seul message à la fin du spot annonce « La voiture électrique est là ». L'équipe des commerciaux demande au boss de GM d'inclure la vitesse, l'autonomie et le prix dans les prochaines publicités pour rassurer le client. Ils feront tout l'inverse avec un spot encore plus anxiogène représentant cette fois-ci carrément des ombres ressemblant parfois à des extraterrestres en train d'observer cet étrange engin de l'espace. Pendant ce temps, les patrons de GM font pression sur la Californie pour qu'elle abandonne le mandat zéro émission. On va jusqu'à créer de fausses associations de consommateurs pour dénoncer la mainmise de l'État sur la qualité de l'air et pour manifester contre le financement par la Californie de bornes de recharge. Ces groupes de supposés consommateurs sont en fait presque exclusivement financés par les compagnies pétrolières. On achète carrément des éditos dans les journaux pour faire basculer l'opinion. Les fake news avant l'heure. On finit par trouver et par prouver un protocole d'entente entre les constructeurs et l'État. En résumé, les constructeurs devront apporter la preuve que la demande pour les véhicules électriques n'existe pas. Un jour, John Dabbles, directeur commercial de General Motors, déjeune à la cantine du constructeur. Arrivent 2 dirigeants de GM. L'un d'eux lui dit « Vous êtes mon pire ennemi. Pendant que je négocie avec les autorités pour qu'ils retirent leur foutue loi, en leur disant qu'il n'y a pas de demande pour la voiture électrique, vous êtes sur le terrain en train de prouver l'inverse. » En 2001, l'élection de George Bush Jr. marque un coup d'arrêt du programme EV1. Malgré une liste d'attente de 4000 personnes et un excellent retour des locataires de l'auto, GM interrompt la fabrication. Une semaine après avoir racheté Hummer à AM General, GM ferme la ligne d'assemblage de l'EV1. La communication de GM va même jusqu'à nier l'existence de la fameuse liste d'attente. On vire tous les vendeurs en commençant par ceux qui disposaient de la plus longue liste. Au final, GM appelle un par un tous les prétendants à la location d'une GM en leur listant tous les défauts de la voiture un par un. Et effectivement, à force de les appeler pour qu'ils annulent leur commande, il ne restera que 50 personnes sur la liste. Côté judiciaire, le procès intenté par GM, Chrysler, Daimler et Isuzu et de gros concessionnaires locaux fait reculer la Californie qui abroge la loi de l'air. Les nouvelles aides de l'État sont clairement destinées à soutenir la vente d'énormes SUV. On peut ainsi déduire 100 000 $ pour l'achat d'un SUV de plus de 2700 kg, de quoi s'offrir des Hummer quasi gratuits. Pendant ce temps, l'achat d'une voiture électrique permet de récupérer seulement 4 000 $. C'est gagné pour GM qui n'aura plus à vendre de voitures électriques, mais le constructeur veut faire disparaître les traces du crime.
Les voitures en fin de location sont donc récupérées par GM, qui refuse catégoriquement tout prolongement du contrat ou tout achat en fin de location. Mais il y a un hic. Les clients sont très contents de leur auto et ne veulent pas s'en séparer. Commence alors un bras de fer entre les locataires de EV1 et la marque. Rapidement, une rumeur court. GM voudrait détruire tous les modèles fabriqués pour ne laisser aucune trace de ce modèle dans l'histoire. Les clients commencent à suivre les camions chargés de venir récupérer leurs autos à leur domicile à la fin de la location. Et ce qu'ils découvrent est énorme. GM détruit en effet systématiquement tous les EV1 reprises. La lutte s'organise quand un stock de 78 EV1 est repéré dans le désert californien. Les manifestants se relaient jour et nuit pendant plusieurs semaines pour empêcher la destruction des voitures. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'automobile. Au bout de 15 jours, ils font une offre au constructeur de 1,9 million de dollars pour acheter le stock. Une liste de 80 clients prêts à acheter est réalisée en seulement quelques heures. Les manifestants prouvent ainsi qu'il ne s'agit ni d'un problème d'argent ni d'un problème de demande quand GM décline l'offre d'un revers de la main. Un documentaire sorti au cinéma en 2006, Who Killed the Electric Car, revient sur l'histoire du véhicule électrique de GM et sur cette fin rocambolesque. On y voit les ultimes survivantes à partir à la case pour y être broyées malgré la promesse de GM de les offrir à des universités ou des musées. Stockées au terrain d'essai de Mesa en Arizona, elles subiront quasiment toute la broyeuse. À l'été 2004, il ne reste qu'une seule EV1 en circulation chez un conducteur du sud de la Californie. Un camion vient récupérer la voiture, une course-poursuite s'engage alors avec le routier pour découvrir où elle sera emmenée. Le 24 juillet 2003, les derniers adeptes d'EV1 organisent un enterrement géant avec un convoi de GM EV1 roulant derrière un corbillard au cimetière Old Hollywood Fever. Un ultime pied de nez à GM pour avoir torpillé leur voiture préférée. De très rares exemplaires n'ont pas été détruits et sont restés au centre technologique de GM à Warren, Michigan. Un autre exemplaire est en possession du musée Petersen de Los Angeles, démuni de sa partie mécanique. En 2006, Rick Wagoner, l'ancien président et directeur de GM, a déclaré que l'annulation du programme EV1 avait été sa pire décision, une décision qui empêchera GM de prendre 15 ans d'avance sur ses concurrents.